Bonsoir les amis, bonsoir les curieux, bonsoir les explorateurs du temps. C'est votre historien du dimanche qui vous retrouve, le cœur léger et l'esprit déjà en voyage, pour une nouvelle escapade dans le passé. Ce soir, attachez bien vos ceintures, car nous allons plonger dans l'une des rivalités les plus épiques et les plus fascinantes de l'Antiquité, l'affrontement titanesque entre Rome et Carthage. Un duel de colosses qui a façonné le destin de la Méditerranée et dont l'écho résonne encore à travers les siècles. Imaginez un instant un monde sans boussole, sans GPS, où la mer est à la fois une autoroute et un mystère. Dans ce monde, au large des côtes africaines, va naître une cité qui dominera l'Occident méditerranéen pendant des siècles, Carthage. Avant d'être l'ennemi juré de Rome, Carthage fut d'abord l'héritière d'un peuple de marins et de commerçants hors pair, les Phéniciens. Ces Phéniciens, originaires de l'actuel Liban, étaient les rois du commerce. Ils avaient déjà fondé des comptoirs partout, de Chypre à l'Espagne, en passant par la Sicile et la Sardaigne. Leur produit phare ? La pourpre, cette teinture précieuse extraite de coquillages, réservée aux rois et aux empereurs. C'est à Tyr, la plus puissante de leur cité, que notre histoire commence vraiment. La légende raconte que Didon, princesse de Tyr, fuyant la tyrannie de son frère Pygmalion, aurait fondé Carthage vers 814 avant notre ère. Une histoire pleine de panache, même si la réalité archéologique est un peu moins romanesque. Toujours est-il que cette nouvelle cité, nichée sur un promontoire stratégique, avec ses deux ports magnifiquement abrités, l'un commercial, l'autre militaire, était destiné à la grandeur. Carthage n'était pas une simple colonie, c'était une extension de l'esprit phénicien. Très vite, elle a surpassé sa métropole. Son nom même, *Carthage *, signifie « nouvelle ville ». Et quelle nouvelle ville? Ces marchands étaient partout, de la Cornouaille anglaise pour l'étain, aux mines d'Espagne pour l'argent, en passant par les côtes africaines pour l'or et l'ivoire. Les Carthaginois, qu'on appellera plus tard les Puniques par les Romains, un dérivé de *Poénie * pour Phéniciens, étaient de brillants navigateurs, des diplomates astucieux et des hommes d'affaires sans scrupules, mais incroyablement efficaces. Leur empire n'était pas un empire de conquête territoriale à la romaine. Non, c'était un empire maritime, commercial, une toile d'araignée de comptoirs, de routes maritimes et d'accords commerciaux qui s'étendaient sur toute la Méditerranée occidentale. L'Afrique du Nord, la Sicile occidentale, la Sardaigne, les Baléares, le sud de l'Espagne, toutes ces régions étaient sous leur influence ou leur contrôle direct. Ils étaient la superpuissance de leur temps, les maîtres incontestés des mers, les anglo-saxons de l'Antiquité, si l'on osait une comparaison anachronique. Leur système politique était une sorte d'oligarchie, dirigée par deux suffètes, des magistrats élus, assistés d'un sénat et d'un conseil des 100. Un système stable, efficace, qui permettait à la cité de se concentrer sur l'essentiel, le commerce et la richesse. Et quand il fallait défendre ses intérêts, Carthage n'hésitait pas. Ses armées étaient composées de mercenaires de toute origine, Numides, Ibères, Gaulois, menés par des généraux carthaginois. Une armée certes coûteuse, mais redoutable, surtout lorsqu'elle était soutenue par la puissance inégalée de sa flotte. Voilà le tableau, une Carthage prospère, riche, sophistiquée, dominatrice, une étoile brillante sur la carte de la Méditerranée. Mais à l'est, sur une péninsule italienne encore morcelée, une autre étoile, bien plus modeste, commençait à briller d'un éclat nouveau, Rome. Rome, à l'origine, n'était qu'une petite cité latine, bâtie sur 7 collines, sans accès direct à la mer. Une ville de paysans soldats, rude, pragmatique, mais animée d'une ambition féroce et d'une résilience à toute épreuve. Tandis que Carthage construisait son empire sur l'eau, Rome bâtissait le sien sur la terre. Et elle le faisait avec une méthode impitoyable, la conquête et l'assimilation. À force de guerre contre ses voisins, les Latins, les Étrusques, les Samnites, Rome avait unifié l'Italie. Elle avait créé une machine militaire redoutable, où chaque citoyen était un soldat, prêt à se battre pour sa patrie. Et c'est là que les choses se compliquent, que le destin s'en mêle, ou plutôt, que les géographies se rencontrent. Les deux colosses se regardent, l'un dominant la mer, l'autre la terre, mais leur sphère d'influence se rapproche dangereusement. Le point de friction, l'étincelle qui va allumer la poudre, c'est la Sicile. La Sicile, cette île magnifique au carrefour de la Méditerranée, était un melting pot de cultures, grec à l'est, carthaginois à l'ouest. Une île riche, fertile, stratégique. Et c'est justement là, dans une ville appelée Messine, que tout va basculer en 264 avant notre ère. Des mercenaires campani, les Mamertins, qui avaient pris le contrôle de la ville,
se retrouvent menacés par Syracuse, la principale cité grecque de Sicile. Que font-ils? Ils appellent à l'aide. Et à qui s'adressent-ils? Aux Carthaginois, d'abord. Puis, par un coup de théâtre ou une volte-face opportuniste, ils appellent aussi les Romains. Rome hésite. Intervenir, c'est violer des traités anciens avec Carthage, des traités qui définissaient leur sphère d'influence. C'est risquer une guerre à grande échelle. Mais ne pas intervenir, c'est laisser Carthage prendre pied dans Messine, c'est lui donner un tremplin vers l'Italie. L'appétit de Rome est trop grand. La peur aussi. Le Sénat romain, après de longs débats, décide d'envoyer des troupes en Sicile. Le Rubicon est franchi, ou plutôt, la mer est traversée. La première guerre punique est déclarée. Cette première guerre est avant tout une guerre navale. Et c'est un paradoxe. Rome, une puissance terrestre, doit se battre contre la plus grande puissance maritime de son temps. Au début, c'est un désastre pour Rome. Leurs flottes sont inexpérimentées, leurs marins peu nombreux. Carthage, elle, aligne des quinquérèmes imposantes, manœuvrées par des équipages aguerris. Mais les Romains sont ingénieux, adaptables. Ils observent une épave carthaginoise échouée et la copient. Et surtout, ils inventent le astérisque Corvus, le corbeau. Le astérisque Corvus astérisque était une passerelle d'abordage munie d'un grappin. Quand un navire romain s'approchait d'un navire ennemi, la passerelle s'abattait, l'immobilisant. Les soldats romains, habitués au combat terrestre, pouvaient alors monter à l'abordage et transformer la bataille navale en une bataille terrestre, là où ils excellaient. C'était simple, brutal, et incroyablement efficace. La guerre dure 23 ans. 23 années d'efforts colossaux, de pertes humaines et matérielles effroyables des deux côtés. Il y a des victoires retentissantes, comme à Milet ou aux îles Égades pour les Romains. Mais aussi des défaites sanglantes et des tempêtes dévastatrices qui engloutissent des flottes entières. Le général romain Régulus, capturé par les Carthaginois, est même renvoyé à Rome pour négocier la paix, mais il exhorte le Sénat à refuser les propositions de Carthage et retourne volontairement à sa mort certaine, torturé par les Puniques. Une légende, peut-être, mais une légende qui illustre l'esprit de sacrifice romain. Finalement, épuisée, à bout de souffle, Carthage est vaincue. En 241 avant Jésus-Christ, elle doit signer un traité de paix très dur. Elle perd la Sicile, doit payer une énorme indemnité de guerre, et s'engage à ne pas attaquer les alliés de Rome. Rome triomphe, elle devient la première puissance maritime et gagne sa première province outre-mer. La Méditerranée n'est plus la même. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. Carthage est humiliée, mais pas détruite. Elle est même fragilisée par une terrible guerre des mercenaires, qui éclate peu après, et que Rome exploite en lui arrachant la Sardaigne et la Corse. L'amertume est profonde. C'est dans ce climat de revanche et de deuil qu'émerge une famille qui va incarner la haine de Carthage envers Rome, les Barcides. Hamilcar Barca, un général carthaginois brillant, qui avait tenu tête aux Romains jusqu'à la fin en Sicile, jure de se venger. Il se tourne vers l'Espagne, une terre riche en ressources, pour y créer une nouvelle base, une nouvelle armée, un nouvel empire. Et il emmène avec lui son jeune fils, un garçon de 9 ans, qu'il fait jurer devant les dieux carthaginois de ne jamais être l'ami de Rome. Ce garçon s'appelait Hannibal. Hannibal, un nom qui résonne encore aujourd'hui comme celui du plus grand stratège militaire de l'Antiquité, le cauchemar de Rome. Hamilcar et ses successeurs vont, pendant une vingtaine d'années, bâtir en Espagne une puissance incroyable. Ils exploitent les mines d'argent, recrutent des troupes ibères, forgent une armée redoutable. Et quand Hamilcar meurt, son gendre Hasdrubal prend le relais, puis à sa mort, en 221 avant Jésus-Christ, l'armée espagnole proclame Hannibal son chef. Hannibal est un génie, il a la vision stratégique de son père, mais aussi une audace, une détermination et une capacité à inspirer ses hommes inégalés. Il connaît les Romains, leurs forces et leurs faiblesses. Il sait qu'il ne peut pas les battre sur leur propre terrain, en Italie, avec des moyens classiques. Alors il va frapper là où on ne l'attend pas. Le casus belli, l'étincelle de la deuxième guerre punique, c'est la ville de Sagonte en Espagne. Une ville alliée de Rome, que Hannibal assiège en 219 avant Jésus-Christ, violant ainsi un traité qui fixe célèbre comme frontière entre les sphères d'influence romaines et carthaginoises. Rome exige qu'il soit livré. Carthage refuse. La guerre est inévitable. Et là, c'est l'incroyable. Plutôt que d'attendre les Romains en Espagne ou en Sicile, Hannibal prend une décision stupéfiante. Il va envahir l'Italie par le nord. Avec une armée de 50 000 hommes, des milliers de chevaux et une trentaine d'éléphants, il traverse les Pyrénées, puis les Alpes, au péril de sa vie et de celle de ses troupes, au cœur de l'hiver 218 avant Jésus-Christ.
Une épopée à couper le souffle, un exploit logistique et militaire qui force encore l'admiration. Il perd près de la moitié de ses hommes et la plupart de ses éléphants dans cette traversée infernale, mais il arrive en Italie, là où personne ne l'attendait. C'est le début d'une série de victoires carthaginoises qui vont plonger Rome dans la terreur et le désespoir. À la Trébie, au lac Trasimène, Hannibal anéantit 2 armées consulaires. Mais le coup de grâce intervient en 216 avant Jésus-Christ, à Cannes ou Cannae. C'est l'une des plus grandes victoires tactiques de l'histoire. Hannibal, avec une infériorité numérique écrasante, utilise une manœuvre d'encerclement parfaite pour anéantir une armée romaine estimée à près de 80 000 hommes. C'est un carnage absolu, le Sénat romain est décimé, la République est au bord du gouffre. Pendant des années, Hannibal va sillonner l'Italie, semant la destruction et la peur. Il est invaincu, mais Rome refuse de capituler. Elle change de stratégie, adopte la tactique de Fabius Cunctator, le temporisateur, qui évite la bataille rangée et harcèle l'ennemi. Surtout, Rome, avec une résilience incroyable, lève de nouvelles armées, parfois composées de jeunes adolescents et d'esclaves affranchis. La guerre s'enlise en Italie. Carthage ne parvient pas à envoyer suffisamment de renforts à Hannibal. Ses alliés italiens commencent à hésiter. Et c'est alors qu'un nouveau génie militaire romain émerge, Publius Cornelius Scipio, dit Scipion l'Africain. Scipion est jeune, audacieux, il a compris qu'il faut changer de tactique. Plutôt que de continuer à courir après Hannibal en Italie, il propose d'attaquer Carthage directement, en Afrique. Une idée folle, mais le Sénat, après de longs débats, finit par lui donner son feu vert. En 204 avant Jésus-Christ, Scipion débarque en Afrique. Ses victoires contre les Carthaginois et leurs alliés numides forcent Carthage à rappeler Hannibal d'Italie. C'est le rendez-vous des 2 titans. En 202 avant Jésus-Christ, Hannibal et Scipion se rencontrent à Zama, en Afrique. C'est la bataille décisive. Hannibal, malgré son génie, est en infériorité numérique et ses éléphants ne sont plus aussi efficaces. Scipion, lui, a étudié les tactiques d'Hannibal et les retourne contre lui. Les Romains l'emportent. Hannibal est vaincu, pour la première fois. La deuxième guerre punique s'achève sur une paix encore plus humiliante pour Carthage. Elle perd tous ses territoires hors d'Afrique, doit livrer sa flotte, payer une indemnité colossale et n'a plus le droit de faire la guerre sans l'autorisation de Rome. Elle est réduite à une puissance régionale, à la merci de ses voisins numides et de Rome. Hannibal, lui, s'enfuit et passe le reste de sa vie à conseiller les ennemis de Rome, avant de se suicider pour éviter d'être livré. Pendant une 50aine d'années, Carthage tente de se relever. Elle y parvient, étonnamment. Sa position commerciale est toujours forte. Elle redevient prospère, aux grandes dames de Rome. Un sénateur romain, Caton l'Ancien, termine chacun de ses discours, quel que soit le sujet, par la phrase célèbre « Astérisque Carthago delendae » astérisque. Il faut détruire Carthage, et Rome va le faire. La troisième guerre punique éclate en 149 avant Jésus-Christ. C'est une guerre sans véritable motif, une guerre d'anéantissement. Rome envoie une armée immense assiéger Carthage. La cité punique, malgré sa richesse, est affaiblie militairement, mais elle se défend avec la rage du désespoir. Les Carthaginois transforment leurs maisons en arsenaux, leurs statues en armes, leurs cheveux en cordages. Le siège dure 3 ans. En 146 avant Jésus-Christ, les Romains, menés par Scipion Émilien, le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain, finissent par prendre la ville. C'est un carnage indescriptible. Les Carthaginois se battent rue par rue, maison par maison. Pendant 17 jours, la ville est livrée au pillage et à l'incendie. Quand les Romains en ont fini, Carthage n'est plus qu'un amas de ruines fumantes. La légende veut qu'ils aient semé du sel sur la terre pour la rendre stérile, un geste symbolique pour que rien ne repousse là où Carthage avait existé. Même si cette histoire est probablement une invention tardive, elle illustre la brutalité de la victoire romaine. Ainsi s'achève l'histoire de Carthage. Sa puissance est anéantie, sa civilisation effacée. Rome est désormais la maîtresse incontestée de la Méditerranée. La mer, qui avait vu naître et prospérer Carthage, est devenue le Mar Nostrum, notre mer, pour les Romains. Que nous reste-t-il de Carthage? Des ruines majestueuses près de Tunis, des musées remplis d'artefacts, et surtout, le souvenir d'une civilisation brillante, commerçante, ingénieuse, qui a tenu tête à la puissance romaine avec un courage et une ténacité incroyables. Et l'histoire fascinante de 2 géants, 2 conceptions du monde, qui se sont affrontés dans un duel sans merci. Les guerres puniques, c'est l'histoire de la naissance d'un empire. C'est l'histoire de la résilience romaine face à l'adversité, de l'ingéniosité d'Hannibal, de la brutalité de la guerre antique.
C'est aussi un rappel que même les empires les plus puissants peuvent tomber, et que l'histoire est un fleuve qui ne cesse jamais de couler, emportant avec lui les cités glorieuses et les empires éphémères. Voilà, chers auditeurs, notre voyage touche à sa fin pour ce soir. J'espère que cette plongée dans l'épopée de Carthage et des guerres puniques vous a passionné autant que moi. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos questions, ou simplement à nous dire ce que vous avez pensé de cette histoire. En attendant notre prochaine aventure, prenez soin de vous, soyez curieux, et surtout, n'oubliez jamais que l'histoire est bien plus qu'une suite de dates. C'est un réservoir infini de récits, de leçons, et d'émotions. C'était votre historien du dimanche. À très bientôt pour de nouvelles explorations. Bonsoir.